Beaucoup d'entre nous, passionnés de reptiles, ont été inspirés par les pionniers du secteur, mais être pionnier comporte des risques. Ces 3 personnes sont mortes en faisant ce qu'elles aimaient. Faire ce que je fais est relativement facile, sauf quand je vais dans les jungles d'Asie du Sud-Est et que je joue avec des cobras. La plupart du temps, assis dans mon sous-sol à m'occuper des animaux, c'est vraiment peu risqué. Si je peux faire ça aujourd'hui et en vivre, c'est grâce à ceux qui l'ont fait avant moi et ont accompli le travail dangereux. Et nous allons parler de 3 d'entre eux aujourd'hui, et ils occupent tous une place spéciale dans mon cœur. Mais avant de parler de Steve ou de Dingo, il y a un nom que vous n'avez peut-être jamais entendu auparavant. Carl P. Schmitt était un expert de premier plan en reptiles et amphibiens, en particulier les serpents. Il a travaillé au Musée américain d'histoire naturelle, puis est devenu conservateur en chef au Field Museum of Natural History, à Chicago. Carl P. Schmitt était un modèle admirable, et cela dès les années 1950 ou avant. C'est un homme qui n'avait vraiment personne sur qui s'appuyer. Je suis sûr qu'il pouvait lire les travaux de Darwin et Wallace. Personne sur YouTube ou à la télévision ne parlait des reptiles. Ce gaz-là a puisé son inspiration dans sa propre imagination, puis il est allé sur le terrain et s'est lancé. Et grâce à cela, il a décrit plusieurs espèces totalement nouvelles. Donc, certaines des espèces que nous connaissons aujourd'hui, par leur nom latin. Carl P. Schmitt en est la raison. À l'époque, aucun guide de terrain n'existait sur ces espèces. Surtout celles qui venaient d'Afrique, d'Asie ou même d'Australie, qui étaient bien connues comme elles le sont aujourd'hui. Donc, lorsqu'il a reçu un boomslang en 1957, il ne savait pas vraiment quoi en penser. Il savait que c'était un serpent venimeux, sans connaître sa dangerosité exacte. Et même en le sachant, que pouvait-il faire? Il n'y a pas d'antivenin pour un serpent inconnu. Le but était d'identifier le serpent. Les boomslangs sont venimeux et ont des crochets à l'arrière de la mâchoire. Si c'était un serpent venimeux avec des crochets à l'avant, ce serait probablement beaucoup plus évident pour Schmitt que c'est un serpent pour lequel il faudrait consulter un médecin. Si vous vous faites mordre, indice, il va se faire mordre. Schmitt a donc tenu et manipulé le serpent. Il n'y a pas vraiment de récit sur la façon dont il s'y prenait. S'il le faisait pour essayer de ne pas se faire mordre, ou s'il le faisait à la légère, comme on le ferait avec un serpent des blés. Dans tous les cas, il a été mordu aux mains. Et ensuite, il a décidé qu'il allait documenter les symptômes. Documenter ce qui lui arrivait plutôt que de recevoir une intervention médicale. Le 25 septembre 1957 à 16h30, il se fait mordre et décrit la sensation comme des aiguilles hypodermiques injectant quelque chose, mais sans douleur. Il fait alors ce qu'il doit. Il nettoie la plaie avec du savon et de l'eau puis ne la bande pas. Eh bien, il faudrait la bander, selon le type d'état. En 1957, je suis certain qu'il n'y avait aucun protocole. 1 heure plus tard, il signale l'absence de gonflement notable, mais ressent une légère nausée sans vomissement. Il minimise les symptômes en disant « Bof, peu importe ». Vers 20h30, il avait noté plutôt que sa blessure avait commencé à saigner. Il ressent encore un léger saignement et des frissons, mais reste convaincu que ce n'est pas grave. 1 demi-heure plus tard, à 21h, il remarque que ses gencives saignent et qu'il a un léger saignement de nez. Si c'était moi, je chercherais tout de suite une aide médicale. Mais dans son journal, il écrit que les symptômes ne sont pas si graves. Le lendemain, à 6h30, il mentionne une légère raideur et a du mal à sortir du lit, mais rien de grave. Il a encore un peu de saignement aux gencives. Mais il a plutôt bien dormi, entre 7h et 9h du matin. Il a plus de frissons. Il a maintenant du sang dans ses urines, et le sang de ses gencives coule beaucoup plus librement. Plus tard dans la matinée, il se sent plus faible et étourdi, avec un léger mal de tête, mais affirme que ce n'est pas grave. Vers le milieu de l'après-midi, il a des sueurs froides. Il dit qu'il peut à peine tenir debout. Son mal de tête est maintenant intense, et il se rend probablement compte à ce moment-là que ce n'est pas bon, et qu'il devrait aller consulter un médecin. Il ne le fait pas, et se prépare des tartines. Ceci est connu, je pense scientifiquement, le terme scientifique pour cela est truc de gangster. Le soir, il s'effondre. Sa femme appelle les secours, mais quand les ambulanciers arrivent, il est déjà trop tard, et Monsieur Schmitt est mort. Le venin hémotoxique est dangereux, ce que Carl P. Schmitt a découvert à ses dépens. Je trouve cela louable pour la science, qu'il ait sacrifié sa vie, même sans le savoir. La quantité d'hémorragie qu'il a dû subir, la douleur, la faiblesse et ce sentiment terrible. Et donc il a décidé qu'il voulait étudier les effets, plutôt que de préserver sa propre vie. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. Tout le monde ici devrait connaître son nom. Nous pouvons apprendre d'eux et adopter de meilleures habitudes. Il y a près d'1 an, une légende de notre communauté,
Et mon ami personnel, Dingo Dinkleman, est décédé le 26 octobre 2024. Cela fait un peu plus d'1 an depuis qu'il a été mordu, et c'est ce qui a causé sa mort. Il travaillait comme d'habitude dans son établissement en Afrique du Sud quand il a été mordu. Au début, ils ont pensé que c'était un cobra, mais finalement, nous avons découvert que c'était un mamba vert. Un mamba vert de l'Est. Les morsures, ce n'est pas à prendre à la légère. Elles sont graves. De plus, Dingo a eu une réaction anaphylactique au venin. À cause du venin et de la réaction, il a été transporté d'urgence à l'hôpital et admis en soins intensifs. Ils ont décidé de le plonger dans le coma pour qu'il puisse se reposer, récupérer et guérir. Chaque jour, ceux qui savaient ce qui s'était passé vérifiaient Instagram. Sa femme a-t-elle réagi, publié ou donné des nouvelles? Un reportage est-il sorti? En pensant que Dingo, qui était en fait Superman si vous le connaissiez, tout allait bien. Il va s'en sortir. À l'hôpital, il plaisantera sur lui-même. C'était ça, Dingo. Au fil des semaines, il est devenu étrange de ne pas recevoir les bonnes nouvelles que nous attendions tous. Le 26 octobre de l'année dernière, il a été annoncé qu'il était décédé. Il n'a pas survécu à sa blessure. Il faut noter que Dingo faisait cela depuis toujours. Il avait une femme et des enfants. J'ai vu dans les dernières vidéos des commentaires disant qu'il n'aurait pas dû le faire. Ce n'était pas un simple travail pour lui, c'était le gagne-pain de Dingo, ce qu'il voulait vraiment faire. C'est quelque chose que depuis qu'il était enfant, tout ce qu'il voulait faire, c'était avancer et poursuivre ses rêves. Et maintenant, il les suivait. Il créait désormais le modèle idéal, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour beaucoup d'entre nous du secteur. Pour montrer à quel point ces serpents sont incroyables. Y avait-il des moyens plus sûrs de faire cela? Peut-être. Mais qui suis-je? Ou qui êtes-vous? Si vous ne travaillez pas avec des serpents venimeux et que vous n'êtes pas expert, pour dire à un expert comment faire les choses. Ça n'a pas de sens. Il y a des risques dans chaque métier. Que vous soyez électricien, policier ou travaillez avec des serpents venimeux, des accidents surviennent. Malheureusement pour Dingo, son anaphylaxie lui a probablement été fatale. Steve Irwin illustrait parfaitement que tout peut arriver à chacun. Steve Irwin était un héros pour presque tous ceux d'entre nous qui s'intéressent aux reptiles. Certainement pour moi, j'ai un tatouage du visage de ce gars sur ma jambe pour toujours. Steve n'a pas été tué par les serpents venimeux qu'il manipulait, ni par les énormes crocodiles avec lesquels il jouait. Steve a été tué par une raie. C'était le 4 septembre 2006, c'était mon premier jour de seconde. Je m'en souviens comme si c'était hier, il y a 19 ans. Steve se trouvait à Bath Reef, Queensland, Australie, pour filmer le documentaire Les océans les plus mortels. Je pense qu'il cherchait des requins, serpents de mer et autres créatures supposées mortelles. Et à cause de mauvaises conditions météorologiques, le tournage en a été interrompu. Steve a choisi de plonger avec tuba, s'amuser dans l'eau peu profonde et filmer quelques raies pastenagues qui s'éloignaient. Cela a du sens. J'ai déjà été sur le terrain, à filmer des choses dans la jungle ou ailleurs, en pleine nature, et tout à coup, il se met à pleuvoir. Si tu ne peux pas tourner la bonne scène au bon moment, tu filmes alors des plans de coupe, un autre segment ou fais autre chose. Tu ne restes donc pas inactif. Je ne connaissais pas Steve Irwin, mais ceux que je connais, et qui l'ont évoqué ont dit la même chose. Ce n'est pas un gars qui reste à ne rien faire, c'est quelqu'un qui veut travailler, et qui veut travailler avec les animaux autant que possible. Même si ce n'est pas devant la caméra. Donc, pendant qu'il fait du snorkeling, il voit une raie pastenague. Il est dans de l'eau jusqu'à la poitrine et décide qu'il va filmer la raie pastenague. Steve s'est approché de la raie pastenague, qu'il a remarquée et s'est mise sur la défensive. L'animal a poignardé Steve plusieurs fois avec son aiguillon, atteignant l'abdomen et la cavité thoracique. Au début, Steve pensait avoir un poumon perforé. Il sentait que quelque chose n'allait pas et s'est aussitôt dirigé vers le bateau. En voyant le saignement, ils ont compris que ce n'était sans doute pas un poumon perforé, mais probablement bien plus grave. Après qu'il ait été sorti du bateau, tout le monde a compris que c'était quelque chose de vraiment choquant et grave. Steve a dit d'une voix très calme « Je suis en train de mourir ». On a été transporté vers une terre voisine. Et au moment où ils l'ont amené là-bas, selon l'équipage, il était déjà mort. Du moins, avant qu'une intervention médicale puisse arriver pour le sauver. Il était déjà parti. À 44 ans, le plus grand nom de la conservation et des animaux en général était décédé. Il n'est pas mort de quelque chose de prévisible, ni après avoir été mordu et soigné à temps. Il n'a pas été frappé à la poitrine par un dard de raie, et en très peu de temps, il était parti. J'ai fait cette vidéo, inspirée par le décès de Jane Goodall, survenu peu avant le tournage. Jane Goodall a pu vivre toute sa vie, et elle a fait beaucoup de travaux dangereux. Travailler avec des chimpanzés,
Ce n'est vraiment pas une plaisanterie. En plus de tous les lieux visités et des animaux avec qui elle a travaillé. Mais elle a pu vivre jusqu'à un âge avancé et mourir de cause naturelle, alors que ces 3 héros n'ont pas eu cette chance. Un dicton dit « Meurs en héros ou vis assez longtemps pour devenir le méchant ». Je ne pense pas qu'aucun de ces hommes ne serait jamais devenu un méchant, peu importe combien de temps ils auraient vécu.